L'information donnée par le porte-parole de l'Agence de gestion des catastrophes au cours d'un point de presse dimanche est mauvaise. Au moins 832 morts sont enregistrés, essentiellement dans la ville de Palu, en Indonésie. Ce chiffre, qui double le dernier bilan, pourrait encore s'aggraver. Le vice-président indonésien a dit craindre que le bilan n'atteigne 1 ou plusieurs milliers, se basant sur les précédentes catastrophes. La plupart des victimes ont été recensées jusqu'à présent à Palu, une agglomération de 350 000 habitants située sur la côte ouest des Célèbes, qui a été secouée vendredi par un séisme de magnitude 7,5, puis a essuyé un tsunami. Les autorités et les ONG s'inquiètent aussi de la situation dans d'autres régions. On pouvait voir des carcasses de véhicules, des bâtiments réduits à des amas de débris, des arbres déracinés et des lignes électriques abattues, témoignant de la violence des secousses et de la vague de 1,5 m qui s'est abattue sur la côte. Le président indonésien Joko Widodo est arrivé à Palu dimanche pour observer le déploiement militaire destiné à porter assistance à la population. La Catalogne dans l'impasse, un an après son référendum sur l'indépendance, jugé illégal par Madrid. Depuis, les initiatives et les actions se multiplient, comme ce petit groupe de militants qui campent en plein centre de Barcelone. Ils protestent contre la détention de leaders séparatistes toujours en attente de jugement, mais ils entendent aussi faire pression sur le gouvernement régional, lui-même indépendantiste, pour qu'il aille plus loin dans son bras de fer avec Madrid. Je pense qu'il est temps que la Catalogne désobéisse à l'État. Parce que si nous essayons toujours d'obéir à l'État, si on accepte leurs jugements et leurs punitions, nous n'avancerons pas beaucoup. Lors des dernières élections, les séparatistes ont rassemblé 47% des voix. Une tendance stable depuis des années. Le vrai changement généré par le référendum, selon ce politologue, c'est la radicalisation, non pas idéologique, mais des actions menées par chaque camp. Aujourd'hui, les indépendantistes croient qu'ils ont le droit d'occuper toutes les rues, d'occuper la place Raimé et de mettre des rubans jaunes partout. Les partisans du drapeau espagnol estiment qu'il est très bien qu'il y ait des gens en prison, mais quand vous demandez « bon, et que proposez-vous pour l'avenir ?», personne n'a de réponse. Côté pro-Espagne, la dernière parade trouvée pour faire entendre sa voix consiste à ajouter la couleur rouge du drapeau espagnol au sigle jaune des indépendantistes. Mais beaucoup ne cachent plus leur pessimisme. Il est difficile de savoir dans quel scénario nous serons dans X années, mais si on n'arrête pas ça rapidement, nous aurons des sérieux problèmes. Le dirigeant catalan, Quim Torra, a récemment rejeté la proposition d'un référendum sur une autonomie élargie. Pour lui, seul un vote d'autodétermination sera acceptable. Une décision ferme, pas forcément partagée par tous les partis indépendantistes et qui paralyse un peu plus la situation de la région. Lors d'un meeting de campagne pour les élections législatives régionales en Bavière, la chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde le président américain Donald Trump contre la tentative de détruire l'ONU. La remise en question de l'ordre international né après la Deuxième Guerre mondiale commence avec le président américain qui dit que le multilatéralisme n'est pas la réponse au problème, qui a dit récemment qu'il n'y a que des situations où il ne peut y avoir qu'un gagnant, qui ne croit pas, par exemple, aux situations de gagnant-gagnant. Anders als ich zum Beispiel nicht an Win-Win-Situationen glaubt. Die Vereinten Nationen sind eine Gründung aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Les Nations Unies sont nées dans les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, tout n'est pas parfait. Bien sûr que nous voulons une réforme du Conseil de sécurité, et ce, depuis des années. Mais détruire quelque chose sans avoir développé quelque chose de nouveau, je crois que c'est extrêmement dangereux et cela peut détruire la paix plus vite qu'on ne le pense. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a fait mardi l'éloge de la souveraineté et dénoncé l'idéologie du mondialisme. Partout où il passe, il électrise la foule.
Beto O'Rourke, 46 ans, le démocrate qui monte au Texas. Galvanisé ce jour-là par 4000 sympathisants, venus soutenir leur champion à la gestuelle passionnée, sous 40 degrés. Ça fait chaud au cœur de voir autant de soutien. Je crois vraiment qu'on peut faire la différence en novembre. Sur scène, Beto vante tous les thèmes chers à l'électorat démocrate. Éducation publique, sécurité sociale, protection des minorités et accueil des immigrés. Nous ne permettrons plus qu'un enfant soit séparé de sa mère. Dans tous ces discours aux quatre coins du Texas, la même énergie et les mêmes cibles. Le président américain Donald Trump et le sénateur du Texas Ted Cruz pour leur gestion de la crise à la frontière mexicaine. Nous n'avons pas besoin de murs. Nous ne voulons pas que des enfants soient séparés de leurs parents alors qu'ils demandent l'asile. Les Texans ne prennent pas des décisions dictées par la peur. Nous n'avons peur ni de l'avenir, ni du reste du monde. D'après les derniers sondages, Beto pourrait faire basculer un État aux mains des républicains depuis 25 ans. Un séisme politique impensable pour les représentants locaux du Parti républicain. Il soutient une sécurité sociale qui coûtera 32 milliards sur 10 ans. Il soutient les villes sanctuaires. Il pourrait supprimer la police de l'immigration. Il veut destituer Trump. Ses idées gonflent les libéraux à bloc. Ils ont récolté beaucoup d'argent. Mais la majorité des Texans ne les partage pas. Point barre. Sauf que l'électorat du Texas évolue sous la poussée démographique des hispaniques, plus 18% en 8 ans. Un nouvel électorat, jeune et souvent démocrate, qui pourrait faire de Beto la nouvelle star du Texas et une étoile montante de la politique américaine. Face aux attaques dont il fait l'objet depuis qu'il a confirmé qu'il serait candidat le moment venu à la mairie de Lyon, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a présenté ce lundi en fin de journée sa démission au président Emmanuel Macron qu'il a refusée. Ce dernier lui a renouvelé sa confiance et lui a demandé de rester pleinement mobilisé sur sa mission pour la sécurité des Français. Gérard Collomb, qui avait publiquement critiqué le manque d'humilité et d'écoute de l'exécutif, avait annoncé le 18 septembre dernier son départ du gouvernement l'an prochain pour se présenter aux élections municipales de Lyon en 2020. Depuis, plusieurs voix s'étaient élevées pour réclamer sa démission immédiate. Selon un familier du sommet de l'État, le scénario d'une éviction rapide de Gérard Collomb n'a pas été sérieusement envisagé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, moins d'un mois après la démission fracassante de Nicolas Hulot et le mini-remaniement qui s'en est suivi. Au total, 417 mandats d'arrêt ont été émis par la justice turque et 216 personnes ont d'ores et déjà été interpellées dans 40 provinces. Les intéressés sont soupçonnés d'avoir transféré depuis le début de l'année l'équivalent de plus de 400 millions de dollars vers quelques 28 000 comptes bancaires aux États-Unis appartenant pour la plupart à des Iraniens qui y résident. Il leur est reproché d'avoir réalisé d'importants gains en percevant des commissions sur ces transferts effectués dans des agences bancaires ou à l'aide de distributeurs automatiques de billets. Ils sont donc accusés de porter atteinte à la sécurité financière et économique de la Turquie et d'avoir violé les législations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Les transferts suspects ont été effectués durant une période pendant laquelle la livre turque a enregistré une baisse constante face au dollar, culminant par un effondrement spectaculaire en août sur fond d'une forte inflation et d'une crise diplomatique avec les États-Unis. En mai, Mehmet Hakan Atilla, l'ex-directeur général adjoint de la banque publique turque, Halkbank, a été condamné par un tribunal américain à 32 mois d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable de contournement des sanctions américaines contre l'Iran. Cette année, pas moins de 331 individus et organisations ont été proposés pour le prix Nobel de la paix, attribué vendredi prochain à Oslo. Parmi eux figure le président américain Donald Trump. Mais lui décerner un tel prix serait inapproprié selon Dame Smith du CIPRI,
qui pointe ces décisions très négatives pour la paix de retirer les États-Unis des accords internationaux sur le climat et sur le nucléaire iranien. Il faut être juste au sujet du processus intercoréen et de la percée diplomatique qui a été faite là-bas. Cela n'aurait pas pu se faire sans le soutien de Donald Trump. Et si l'on pense que c'est une bonne chose, alors il faut reconnaître son rôle dans tout cela. En revanche, il y a d'autres problèmes sur lesquels les politiques mises en place par l'administration américaine sous Trump sont très négatives pour la paix, en particulier le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le changement climatique et le retrait des accords sur le nucléaire iranien. Le Nobel de la paix pour le président est inapproprié. Parmi les nobelisables sont aussi cités le Haut Commissariat aux réfugiés, le blogueur saoudien Raif Badawi, des associations de défense des médias comme Reporters sans frontières et des défenseurs des droits de l'homme en Russie comme l'ONG Mémorial et le journal Novaya Gazeta. Le candidat du centre à l'élection présidentielle au Brésil, Ciro Gomes, s'en est violemment pris ce mercredi au favori des sondages, Jair Bolsonaro. Il l'accuse de mentir pour ne pas participer au dernier débat télévisé de la campagne qui a eu lieu ce jeudi et pour lequel 8 des 13 candidats à l'élection présidentielle ont été invités. En effet, Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, n'a pas confirmé sa participation au débat et pour cause, un des chirurgiens qui l'a opéré après qu'il ait été poignardé début septembre en pleine campagne a mis son veto à la participation du candidat pour des raisons de santé. Le Parti des travailleurs existe aujourd'hui à cause de Jair Bolsonaro et Bolsonaro n'existe aujourd'hui qu'à cause de la politique du Parti des travailleurs. C'est ce qui va aggraver notre crise, désintégrer notre pays. Mais je vous le dis, je n'ai jamais été le favori. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ces élections sont ouvertes. Les politiques brésiliennes échouent lamentablement et la gauche a lamentablement échoué ces 13 ou 15 dernières années, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait de bien. Plus de respect, Bolsonaro, plus de respect. Cette démocratie te survivra et je vais t'enlever ton masque. Le débat, le 7e depuis le début de la campagne, doit être diffusé ce jeudi à 22h locales, soit 1h GMT vendredi. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 6% des intentions de vote dans les derniers sondages ou dont le parti compte 5 députés ou sénateurs au Parlement peuvent y participer.